Bonjour. 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 Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Comme d'habitude, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour aux nouveaux connectés. J'en profite pour vous dire que vous pouvez écrire vos questions dans les questions prévues à cet effet. Tout au long de la présentation, on aura une partie questions-réponses à la fin. On va encore attendre quelques minutes. Bonjour aux nouveaux connectés, bonjour à tous. Bonjour. Vous étiez nombreux à vous inscrire aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu que tout le monde puisse se connecter. On est toujours ravis de voir l'engouement pour ces webinaires. Bonjour, bonjour à tous. Les gens arrivent. Oui, c'est super. De plus en plus nombreux. On peut attendre encore quelques secondes et on pourra démarrer. Bon, écoutez, je pense qu'on va commencer. Les retardataires prendront le train en route. Si ça vous va, les filles, vous êtes prêtes? Ouais, c'est parfait. Super. Et bien, écoutez, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Après notre épisode hors série sur l'acquisition des biens immobiliers par les personnes publiques, je vous propose de continuer notre périple dans la vente de vos biens immobiliers. Donc, ce nouvel épisode, il sera axé sur toute la partie commercialisation des biens, de la publication d'une annonce jusqu'au choix de l'acquéreur. Comme je vous le disais tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran et on prendra un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Alors d'abord, on va commencer par les présentations. Pour les habitués, vous me connaissez bien, je suis Héloïse, je suis directrice de projet immobilier public et j'accompagne les entités publiques dans la cession de leur patrimoine immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile et mon travail, c'est de déterminer la valeur des biens avant-vente ainsi que les enjeux à lever pour une commercialisation optimale et pour permettre des signatures d'actes de vente dans les bonnes conditions. Et bonjour à tous, je suis Latifa, responsable de commercialisation. Je m'assure de générer des offres qualifiées en accompagnant les acheteurs potentiels et de vous conseiller dans la sélection de votre acquéreur grâce à l'analyse des différentes offres. Alors, au mois de mai dernier, si vous vous souvenez, nous avons parlé de tout ce qui était important pour bien préparer votre vente.
Nous abordions les sujets de contenance, de connaissance du bien, les documents obligatoires et le choix de la méthode de vente. Nous vous invitons à consulter le replay de cet épisode si vous n'y aviez pas assisté et nous pourrons vous l'envoyer par mail. Aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Voilà, la vente est bien préparée, l'annonce vient d'être publiée. Il reste encore du chemin à faire pour s'assurer d'obtenir un bon prix de vente et des acquéreurs sérieux et solvables. Alors, les thématiques, on va commencer par un rappel sur le courtage aux enchères. Ensuite, on évoquera la partie communication, puis comment garantir un processus clair et sécurisé pour tous les acteurs impliqués. Ensuite, la prise de décision éclairée par les candidats. Et enfin, l'analyse des offres et le choix de l'acquéreur de votre côté. C'est parti? Allons-y. Allez, première partie, revenons sur un sujet que nous avions abordé précédemment, rapidement, le choix de la méthode de vente. Oui, vous avez plusieurs options pour vendre un bien. La vente en direct, l'adjudication, l'appel d'offres et la mise en concurrence par courtage aux enchères. C'est sur cette méthode que nous allons insister un peu aujourd'hui, c'est la méthode que vous propose Agorastore. Mon rôle chez Agorastore, c'est d'accompagner les différents candidats dans le parcours d'achat afin qu'ils vous proposent les offres les plus qualitatives possibles. Grâce au courtage aux enchères, les candidats ont la possibilité de faire leur meilleure offre en mettant en avant non seulement un montant financier, mais surtout une offre complète avec son projet et ses conditions. À la différence d'une vente par adjudication, avec le courtage aux enchères, je vais pouvoir mettre en relief la différence entre l'offre la mieux disante et l'offre la plus disante. Ici, l'offre rencontre la demande et l'effervescence qu'elle va créer permettra de révéler ce qu'on désigne comme étant la vraie valeur du bien. Un exemple très concret, en Nouvelle-Aquitaine, une collectivité a exercé son droit de priorité sur un bien de l'État pour contrôler les projets des futurs acquéreurs. En effet, elle a donc commercialisé ce bien via Agorastore avec un cahier des charges pour choisir le candidat final par son projet, tout en profitant de la dynamique des enchères. Alors, on va parler ici évidemment de courtage d'enchères, mais les bonnes pratiques à mettre en place pour bien commercialiser un bien sont valables quelle que soit la méthode de vente choisie. Tous les points que nous allons aborder aujourd'hui devraient donc être appliqués dans vos ventes, que vous passiez par Agorastore, par un autre intermédiaire ou que vous vendiez par vous-même d'ailleurs. Tout à fait. Et ce n'est pas un secret. Vous ne pouvez pas vendre sans bien communiquer sur la vente. Donc, on va échanger tout de suite sur cet aspect de la communication. Et selon vos volontés en tant que vendeur, vous pouvez communiquer à plusieurs niveaux. Au niveau local, pour attirer soit des particuliers qui connaissent votre commune, soit des porteurs de projets locaux aussi, qui veulent développer leur activité dans le territoire. Prenons l'exemple d'une ville dans le 78 avec une acheteuse qui souhaitait installer son activité commerciale dans la ville dans laquelle elle vit. Vous pouvez aussi intéresser des professionnels de l'immobilier à l'échelle locale ou encore d'autres professionnels comme des promoteurs qui se spécialisent dans une région en particulier. Ce qui peut aussi être intéressant, ça va être de prendre de la hauteur et de communiquer plus largement, de manière à attirer des candidats à échelle nationale. Cela peut vous permettre, par exemple, de toucher de gros promoteurs, surtout si votre bien s'y prête. En ce moment même, on a un promoteur connu nationalement qui est en train de contractualiser l'acquisition d'un grand terrain en Bretagne. Ça permettra aussi, par exemple, d'intéresser des acteurs spécialisés dans la réalisation de projets sur des bâtiments historiques. Ces acquéreurs potentiels sont très intéressants. Ils ont l'habitude de travailler avec les contraintes ABF dans des secteurs sauvegardés et sont à l'aise avec ces spécificités. On parle de promoteurs ici ou d'aménageurs, mais cela peut aussi être des porteurs de projets qui souhaitent se relocaliser. On rencontre très régulièrement des acheteurs qui souhaitent développer une activité touristique, par exemple. Pour l'anecdote, nous avons vendu un ancien camping à un couple d'entrepreneurs qui souhaitaient réaliser le projet de leur vie dans les Vosges. Ces niveaux de communication ne s'excluent pas l'un l'autre. Il est tout à fait possible et même parfois recommandé de communiquer à la fois localement et de façon plus large. Alors, vous avez des sites d'annonces, qu'ils soient généraux ou spécialisés, qui sont vos principales vitrines. Chaque site d'annonce a ses particularités et ses avantages. Vous pouvez rechercher par localisation, par typologie de bien, filtrer par prix, par surface, par caractéristiques, etc. Également, la presse locale est un outil très intéressant pour communiquer à l'échelle plus rapprochée et elle permet de toucher un public un peu différent de celui des sites d'annonces. Tout à fait. Attention cependant, et nous allons en reparler,
aux informations qui seront données à la presse et diffusées au public. Si communiquer par la voie de la presse est un moyen qui peut être très efficace, il est primordial de bien contrôler le discours et les informations communiquées. Pour des ventes à gros enjeux notamment, il est très pertinent de penser à réaliser un communiqué de presse. Les réseaux sociaux, le marketing digital, les campagnes d'emailing ou des newsletters qui vont être très ciblées sont des méthodes qui peuvent être employées avec plus ou moins d'intensité et de moyens selon la typologie à la fois de votre bien, la valeur qui en est attendue et l'enjeu de la vente. Vous l'avez compris, la communication sur la vente n'est donc pas à négliger. C'est un gros travail qui nécessite d'ailleurs souvent d'être accompagné, mais qui porte vraiment ses fruits. D'ailleurs, passer par un intermédiaire va vous aider à communiquer plus largement et par tous ces divers moyens dont on vient de parler. Et d'ailleurs, on a quelques exemples, Latifa ? Tout à fait. Pour vous donner quelques exemples concrets d'actions marketing et de commercialisation, on est capable, chez Agorastore, de communiquer auprès des entreprises locales ou voisines ou de communiquer, par exemple, auprès des autres propriétaires dans un immeuble en vente. Pour les ventes de locaux ou de bureaux, il peut être intéressant d'aller chercher sur LinkedIn les entreprises du secteur qui seraient en recherche de nouveaux locaux ou bien qui sont en croissance particulière en ce moment. L'envoi de courrier personnalisé aux voisins de terrain à vendre ou encore à la pose de panneaux de commercialisation sont aussi un outil vraiment efficace. Et les newsletters peuvent être un outil très précieux de communication. Elles peuvent être envoyées soit de manière très générale sur tous les biens que nous commercialisons, ou alors de manière plus ciblée, en se concentrant sur une zone géographique, une typologie de biens, ou alors une typologie spécifique d'acquéreur. Mais communiquer sur la mise en vente n'est pas tout. Toute la commercialisation doit être aussi proactive que la publicité que vous faites autour du bien. Les candidats à l'acquisition, une fois qu'ils sont intéressés par un bien grâce à vos actions de communication, doivent à présent intégrer un processus de vente qui leur permette d'aller au bout de l'acquisition dans les meilleures conditions, pour eux comme pour vous. Mais Cécile, du coup, comment garantir ce processus clair et sécurisé pour tous les acteurs impliqués ? Alors, si je me mets à votre place, j'ai besoin en tant que vendeur d'avoir des offres solvables et des offres qui proviennent d'acquéreurs sérieux. Comment faire ? Il y a plusieurs outils et plusieurs méthodes. Les conditions d'accès à la vente doivent déjà être déterminées clairement dès le départ. Y a-t-il un cahier des charges qui conditionnera la participation de certains candidats ou non ? Faut-il s'attendre à des offres qui comportent des conditions suspensives ? Et si oui, sommes-nous prêts à les accepter ? Et si nous les refusons, ces conditions suspensives, avons-nous bien conscience de l'impact que cela aura sur le résultat de la commercialisation ? Tout à fait. Mais il peut aussi y avoir un premier filtre à l'entrée. Chez Agorastore, par exemple, les candidats doivent valider un certain nombre d'étapes avant d'être autorisés à enchérir. Ils doivent effectuer une visite, soumettre des documents d'identité, des documents qui prouvent leur solvabilité financière. Et surtout, ils s'engagent moralement auprès de vous par une offre écrite et signée. De votre côté aussi, vous avez un rôle, puisque pour assurer une commercialisation encadrée, vous avez des responsabilités. Votre posture en tant que vendeur public est donc primordiale. Il faut garantir une égalité de traitement entre les candidats et une vraie transparence dans les informations que vous communiquez et aussi dans l'absence d'informations. C'est encore plus vrai d'ailleurs dans un processus de mise en concurrence avec des enchères. Ce qu'il faut retenir, c'est que le processus de vente doit être strictement le même pour tous les candidats. Et l'expérience de vente également. Le diable est dans les détails. La moindre, même toute petite information sur le bien ou sur la vente doit être communiquée à l'ensemble des candidats. Il y a une vraie déontologie à avoir, que ce soit chez vous en tant que vendeur ou chez nous en tant qu'intermédiaire. Parce qu'on doit garantir cette égalité de traitement envers tout le monde. Alors ça va vous paraître évident et tant mieux, mais dans les faits, vous verrez, c'est parfois plus difficile à contrôler. Il arrive par moments que de nouvelles informations parviennent pendant la commercialisation, par exemple après que certaines personnes ont déjà visité le bien, mais avant que d'autres ne visitent. Donc là, il faut vraiment se souvenir de bien penser à ramener tout le monde au même niveau d'information. Tout à fait. Et on a quelques exemples ici à vous présenter, d'exemples que vous pourriez rencontrer. On peut avoir la demande de visite en direct. Certaines personnes qui sont intéressées peuvent avoir raté, par exemple, les créneaux de visite qui étaient organisés, ou bien elles peuvent souhaiter visiter une deuxième fois le bien. Ils vous demanderont parfois directement de leur organiser une visite. Ce qui n'est pas un problème, vous pourrez le faire. Mais en revanche, si on applique ici le principe d'égalité de traitement entre les acheteurs, il faut que la visite ou la contre-visite proposée le soit aussi aux autres personnes qui sont intéressées, qu'elles aient déjà vu le bien une première fois, ou alors tout simplement qu'elles n'étaient pas disponibles lors des premiers créneaux.
Un deuxième exemple qui est tout à fait classique, c'est celui de la découverte sur le bien en cours de vente, alors que le processus de vente a déjà été enclenché. Imaginons par exemple qu'il y ait eu un dégât des eaux dans le bien alors que l'annonce était déjà publiée. Il faut dans ce cas-là prévenir toutes les personnes qui ont déjà visité le bien avant le dégât des eaux, mettre à jour l'annonce et s'assurer au moment de recevoir les offres que toutes les personnes intéressées et souhaitant participer aient bien reçu l'information. Alors, tout ça, ça peut sembler beaucoup. On en a conscience, surtout dans votre vie de personne publique, évidemment. C'est pourquoi c'est aussi le travail d'intermédiaire. Vous accompagnez tout au long de ce processus. Alors, sans pouvoir se substituer à un vendeur ou à un notaire, notamment d'un point de vue juridique, un intermédiaire, il va vous aider et faciliter les échanges en vous déchargeant d'une bonne partie de la commercialisation au sens large du terme dont on vient de parler. Un intermédiaire de vente, il possède un processus de vente cadré, une méthode spécifique, des outils de gestion de vente, des interlocuteurs spécialisés aussi, comme Latifa ici présente. Et donc, c'est un partenaire précieux lors de cette partie de la vente au sens large du bien. Voilà, ça fait d'ailleurs sens et ça fait lien très facilement avec notre prochain sujet, Cécile, la prise de décision éclairée et comment permettre aux acquéreurs de faire des offres bien informées et fiables. Alors oui, pour te répondre, Louise, je te propose un tout petit retour en arrière. Si vous vous souvenez, on a évoqué dans l'épisode sur la préparation de la vente l'importance d'avoir une bonne connaissance du bien et l'importance d'avoir les bons documents techniques sur le bien. Je pense notamment ici au diagnostic, au devis de remise en conformité. Ce sont des éléments qui permettront aux acquéreurs de calculer leur budget d'acquisition et de prévoir leur budget travaux avant de formuler leur offre d'achat. C'est donc primordial pour une commercialisation. Avoir la totalité des diagnostics complets et précis peut aussi éviter de se retrouver suspensive d'ordre technique. Et donc, ça vous évite du risque complémentaire. C'est ce qui permettra d'avoir une signature de la vente chez le notaire beaucoup plus fluide. C'est un sujet que nous aborderons dans le prochain et dernier épisode de ce triptyque. On a quelques exemples à vous présenter. Alors, un assainissement non conforme, par exemple, va générer des travaux de remise en conformité, voire, dans le cas de biens qui ne sont pas raccordés, l'installation d'une fosse septique. Selon le bien et la fosse septique envisagée, une installation par un professionnel peut coûter plusieurs milliers d'euros. Ça peut même parfois être bien plus cher que ça. Je peux vous donner l'exemple d'un centre hospitalier qui vendait une maison sur la même parcelle que le bâtiment de soins principal. Tous les réseaux étaient mutualisés. Le vendeur nous a donc fourni, dès le moment de l'estimation du bien, un devis relatif à l'individualisation de ces réseaux. Le montant total sur le devis s'élevait à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui impacte forcément le prix d'acquisition du bien qui est proposé par les acquéreurs. Oui, avoir cette information, ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Je vais vous donner un deuxième exemple concernant les toitures. Donc techniquement, ce n'est pas obligatoire de fournir un devis de remise en état de la toiture pour commercialiser un bien. En revanche, sur des biens dont la toiture est susceptible d'être endommagée ou sur des biens dont la toiture est déjà endommagée, nous vous recommandons fortement de le fournir quand même pour la commercialisation. C'est un point qui doit être pris en compte par les acquéreurs dans leur offre d'achat et c'est un point, vous le verrez, vous le savez sûrement déjà, qui les inquiète beaucoup. Tout à fait. Et je voudrais en profiter également pour soulever un petit point d'attention sur les diagnostics techniques. Dans la mesure du possible, il est important d'assurer l'accès à toutes les pièces d'un bien. Il y a régulièrement des diagnostiqueurs qui n'ont pas accès à toutes les pièces, comme des caves, des chaufferies, des annexes de bâti par exemple. Dans ce cas-là, ils ne vont pas faire les diagnostics de ces parties et ça peut poser problème. Si la problématique est vraiment structurelle, comme un problème d'accessibilité au niveau de la toiture par exemple, il convient de prévenir que le diagnostic qui est obtenu ne pourra pas être plus précis. En revanche, il arrive souvent que cette impossibilité d'accès soit liée à un simple oubli ou alors une perte de clé. Dans ce cas-là, il est primordial de bien faire attention en amont et surtout, d'anticiper pour pouvoir réaliser le diagnostic même dans les parties qui étaient simplement verrouillées. Et d'ailleurs, on va retrouver ce même sujet d'accessibilité lors des visites. Oui. Alors, il y a des risques, du coup, en cas de manque d'information au moment de la commercialisation. Ça, on l'a compris. Quels sont-ils, pour résumer, très simplement, perte de l'acheteur, négociation sur le prix, négociation sur les travaux à réaliser, notamment quel montant et qui prend en charge ces travaux, et augmentation des délais de réalisation de la vente, et donc prix de vente qui tarde à arriver chez vous. Le maître mot donc à retenir ici, c'est l'anticipation. Tout à fait. Voilà.
Et donc, félicitations, vous êtes arrivés jusqu'ici. Donc, vous avez commercialisé votre bien. Vous avez obtenu des offres qualifiées. Maintenant, comment les interpréter et surtout, comment choisir votre acquéreur? Alors, une offre n'est pas seulement un prix. Elle comporte plusieurs éléments qui peuvent peser plus ou moins lourd dans la balance. Il vous faut considérer, évidemment, le prix de vente, les éventuelles conditions suspensives, les modalités de financement et les preuves de fonds, le projet et le profil des candidats, un éventuel calendrier proposé, notamment dans le cadre de vente à des professionnels. Tout à fait. Et du coup, parmi tout ce qu'on vient de lister, tout ce qui n'est pas le prix de vente va constituer ce que l'on appelle la certitude transactionnelle. En effet, chacun de ces points va augmenter potentiellement le risque de chute ou les délais de réalisation de la vente. Chez Agorastore, on fait une vraie différence entre le candidat le plus disant et le candidat le mieux disant. Le plus disant, ça va être le candidat qui aura l'offre financière la plus élevée, quelles que soient les différentes conditions qui accompagnent son offre. Le mieux disant, lui, sera le candidat qui aura le meilleur équilibre entre offre financière, garantie de réalisation de la vente dans les meilleurs délais et meilleures conditions. L'offre financière du mieux disant pourra être parfois inférieure à l'offre du plus disant, mais son offre globale sera jugée plus intéressante pour vous que celle du plus disant. Et du coup, j'en profite pour vous proposer un petit exercice tout simple pour illustrer tout ça. Voilà, on anime différemment. Alors, je vais vous poser une petite question. Vous pourrez y répondre directement dans le chat en précisant si vous répondez à la question 1 ou à la question numéro 2. Donc, pour un bien immobilier que vous vendez, vous avez reçu les 3 offres ci-dessous. La première offre, offre A, est une offre à 300 000 € avec un prêt de 300 000 €. L'offre B est une offre à 120 000 € qui sera financée en fonds propres. Et l'offre C sera une offre à 290 000 € avec un prêt de 30 000 €. Donc, ma première question est de savoir quelle est l'offre la plus disante pour ce bien. Et la deuxième sera l'offre la mieux disante. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous proposer vos réponses directement dans le chat. Et pendant que vous répondez, je vais déterminer laquelle de mes collègues je veux interroger sur le sujet. Je vous laisse réfléchir, les filles. Je ne savais pas qu'il fallait réviser. Ah, j'aurais dû prévenir. Challenge. Tout à fait. Donc, on a des réponses qui arrivent dans le chat. Je vois que vous êtes bien réactifs. Je ne veux pas spoiler en vous disant si vous avez raison ou pas, parce que je veux d'abord laisser l'opportunité à Héloïse et Cécile de répondre. En tout cas, ne trichez pas en regardant les réponses des autres. On le saura. Donc, Héloïse. Est-ce que tu veux répondre, question 1, l'offre la plus disante, ça va, c'est la question la plus facile, je suis chanceuse. Bah, la plus disante, c'est l'offre la plus élevée. Donc, réponse A, offre à 300 000 €. Tout à fait, félicitations Héloïse. Je vois que tu as bien révisé avant de venir. Alors, du coup, la question qui est un peu plus complexe, je vais me permettre de la poser à notre experte Cécile. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est la réponse C. Tout à fait. Voilà, la réponse C. Représente quand même le meilleur équilibre entre montant et garantie financière. Absolument. Félicitations à toutes les deux et à chacun d'entre vous qui avez proposé votre réponse dans le chat. Du coup, pour faire la transition avec cet exercice, je vais redonner la main à Cécile. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un petit peu plus des conditions suspensives? Oui, alors, elles sont déterminantes dans la lecture que vous ferez de l'offre. Les plus communes, vous les connaissez, ce sont les conditions d'obtention de prêt et les conditions d'obtention d'autorisation d'urbanisme, donc les permis de construire, les déclarations préalables, etc. Ces conditions suspensives, elles représentent un risque que la vente échoue, notamment en termes d'obtention de prêt, car on est sur un marché qui est complexe, dans un monde où les situations personnelles peuvent changer rapidement. En revanche, il est parfois rassurant d'avoir une condition suspensive. Par exemple, en ce qui concerne l'urbanisme, quand le bien s'y prête. Ça permet d'avoir un encadrement des délais de réalisation des conditions entre le compromis ou la promesse de vente et l'acte. Et donc, ça permet une maîtrise et un meilleur suivi du dossier. Il est donc important de bien comprendre ces conditions suspensives et bien les définir avant d'accepter une offre qui en comporte. Et d'ailleurs, pardon Cécile, je te coupe, mais attention aussi aux conditions suspensives cachées, non? Oui, ça peut arriver. Par exemple, un terrain à bâtir. Si vous avez un acquéreur qui souhaite financer par un prêt, il est plus que probable que la banque lui demande un permis de construire pour lui accorder son prêt. Donc, en fait, il y a une condition suspensive d'obtention de PC cachée, volontairement ou pas d'ailleurs, sous la condition de financement bancaire. Tout à fait. On va avoir le cas aussi avec les promoteurs. Certains promoteurs vont être capables de vous faire une toute première offre qui sera sans condition suspensive.
Dans le fonctionnement classique d'un promoteur, les conditions suspensives sont négociées au moment de la promesse de vente. Il faut donc vous attendre à avoir des conditions suspensives quand vous faites affaire à un promoteur. C'est pas forcément une mauvaise chose. Évidemment, ça va dépendre de la nature des conditions et une discussion est toujours possible. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un promoteur veut disposer de droits à construire et pouvoir réaliser son projet. Il pense donc son acquisition de manière très globale et ne va pas s'arrêter uniquement à l'achat du bien. C'est pourquoi il faut vous attendre assez souvent à lire des conditions suspensives d'autorisation d'urbanisme, par exemple, de financement, voire même de pré-commercialisation. C'est ce qui va leur permettre de leur côté de faire des offres d'achat qui financièrement seront plus élevées. L'important, c'est surtout de bien se mettre d'accord sur la nature des conditions, sur celles qui sont recevables pour vous ou non, et sur les délais de réalisation. En effet, attention à ces éléments. Et dernier élément aussi dans le choix d'une offre, c'est le projet. Alors, le projet, il peut avoir le poids que vous souhaitez, n'est-ce pas, les filles? Absolument. Oui. Je vais terminer cette présentation avec l'exemple d'une commune en Bretagne qui a mis en vente il y a quelques années une ancienne chapelle petite, elle faisait une trentaine de mètres carrés. Elle était en mauvais état, mais elle présentait un vrai intérêt architectural. La modification du bien, l'aménagement et la construction d'annexes étaient autorisés, mais sous réserve du respect de la construction originelle. Le traitement contemporain devait être en harmonie avec le bâti existant. Il y avait un petit enjeu sur ce bien. On a fait une mise en concurrence, elle a eu un grand succès. La plupart des offres reçues, et notamment les plus élevées, prévoyaient des projets de création de logements qui étaient autorisés au PLU, pas de problème. Mais la ville a finalement choisi une offre qui n'était pas parmi les plus élevées, mais qui présentait un projet jugé plus cohérent avec leur volonté. Le projet, là, en l'occurrence, c'était la création d'un lieu culturel pour accueillir l'atelier d'artistes du propriétaire, ou de l'acquéreur, et des ateliers à destination des habitants. Ici, c'était complètement cohérent parce que l'église juste à côté était aussi un espace d'atelier d'artistes. Voilà, donc le projet, vraiment, c'est aussi à vous de voir en fonction du bien, en fonction de vos volontés. Et c'est déjà la fin de cet épisode, c'est passé vite. On vous remercie de l'avoir suivi. Merci aussi pour votre participation au petit quiz. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Quelques points importants avant de passer à la partie questions-réponses qu'il faut retenir suite à ces 20-25 minutes de webinaire. Le premier, ne pas négliger la communication. Il faut l'adapter au bien et il faut y mettre les moyens nécessaires. Et d'ailleurs, se faire accompagner, c'est toujours une bonne idée. Et attention à la maîtrise du discours en cas de communication à la presse. Ensuite, établir un processus de vente clair et être intransigeant sur l'égalité de traitement entre les acquéreurs. Troisièmement, donner un maximum d'informations sur le bien pour permettre aux acquéreurs de faire une offre la plus éclairée possible. Et enfin, concentrez-vous sur la certitude transactionnelle. Voilà, on vous remercie à nouveau pour votre attention. C'est toujours un plaisir. On espère que ça vous a plu. Alors, avant de se quitter, on va pouvoir répondre à quelques questions. Bien sûr, on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais on vous fera un retour par écrit à la suite avec la présentation, le lien du replay, etc. Je vois une première question dans le chat que je vais prendre avant de passer sur l'onglet question qui est: peut-on vérifier les fonds propres d'un potentiel acquéreur? Est-ce que tu veux répondre, Latifa, peut-être, je pense? Absolument. Alors, on va avoir la possibilité de le vérifier parce que ça fait partie des éléments qu'on va demander à un candidat lors du dépôt de son dossier. Chez Agorastore, on procède avec un process très spécifique. Afin de valider la participation d'un candidat à une vente, on leur demande de prouver via un document issu de leur banque leur capacité à financer au minimum au prix de départ d'une vente. Et ensuite, une fois que la vente est terminée, qu'ils nous ont confirmé leur offre finale, on va leur redemander un document à jour avec ces informations. Du coup, nous, on s'assure que ça soit bien un document qui soit issu d'une banque avec toutes les validations nécessaires. On vérifie que ce soit un document récent et c'est effectivement notre rôle de nous assurer que lorsqu'un candidat déclare financer en fonds propres, qu'il nous prouve qu'il a bien la capacité de le faire. Je me permets de compléter la réponse d'Elsa. Est-ce qu'on peut vérifier les fonds propres? Nous, on peut à Agorastore parce qu'on est détenteur de la carte T, donc on a la possibilité de demander certains éléments financiers aux candidats, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Attention aussi aux éléments que vous demandez. Nous, on peut le faire en tant qu'intermédiaire. Tout à fait. Merci pour la précision. Je vois sur la transparence de la procédure de vente,
Faut-il fixer des critères aussi précis que dans le cadre d'un marché public, en précisant la pondération par exemple? Cécile, je ne sais pas si tu veux répondre. Alors, aussi précis, pas forcément. Alors en fait, là, je vous renvoie la balle, ça dépend de l'enjeu que vous, politique notamment, si vous avez une collectivité, que vous avez sur ce bien. Est-ce que c'est une vente très liquide d'une maison? Est-ce que c'est un bien qui a une importance dans votre commune, dans votre collectivité, et qui sera un peu soumis au regard de manière plus intense que d'autres? Vous avez la possibilité de donner un cahier des charges pour la commercialisation qui est plus ou moins précis. Dans ces cas-là, vous pouvez donner des critères de pondération, par exemple, sur les différents éléments, ou pas. Voilà, vous avez toute une phase, en fait, quand vous travaillez avec un mandataire, vous avez toute une phase de préparation sur le type de commercialisation que vous souhaitez, et on est là pour vous accompagner. Tout à fait. Je vois qu'il est déjà 15 heures passées, donc on va prendre peut-être une dernière question. Quel critère a le plus de poids dans votre analyse des offres des acquéreurs? Latifa, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, en réalité, cette question, elle va vraiment dépendre de plusieurs éléments. Ça dépendra de vos priorités en tant que vendeur. Ça va aussi dépendre de la typologie et des spécificités du bien qu'on va proposer et évidemment du contexte, qu'il soit économique et politique. Ça pourra aussi dépendre de la typologie d'acquéreur. On ne va pas prendre les mêmes critères en considération qu'on ait un particulier en face de nous ou alors un promoteur. Et en fait, c'est pour ça que c'est extrêmement important en tant qu'intermédiaire qu'on comprenne bien vos enjeux et vos attentes en tant que vendeur. Si vous nous avez communiqué ces éléments, ça va nous permettre de pouvoir prendre ça en compte lors de l'analyse et de la présentation des offres. Après, de notre côté, on a aussi une méthode d'analyse des offres qui nous permet de prendre en compte vos besoins, mais qui va se baser aussi sur des éléments extrêmement concrets. La présence de conditions suspensives ou non dans une offre, ça va être le montant financier qui aura évidemment aussi un impact, et on va analyser les garanties qui vont être fournies justement par les candidats, on va avoir des échanges qualifiés avec eux, et en fait, c'est c'est vraiment l'ensemble de ces informations qui vont nous permettre de vous proposer une analyse qui va être la plus éclairée possible des offres proposées. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Je vois que d'autres questions arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à ces questions dans le prochain article qu'on vous enverra par mail. Donc, on note bien toutes vos questions. On vous envoie les réponses par écrit avec le lien du replay, avec la présentation. Comme ça, vous aurez tout. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions ou besoin d'éléments supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous soit par l'interlocuteur que vous avez l'habitude, soit via notre site. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'échanger avec vous plus en détail. En tout cas, merci pour votre participation. On vous retrouve début 2025 maintenant pour la fin de notre série Parcours d'une vente immobilière réussie. On a déjà hâte. Oui. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.